Labas rytas, gerbimi konferencijos. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai un grand honneur d'ouvrir la conférence d'aujourd'hui. Et cette journée commencera par la première session intitulée « Le but et la vision de la conférence interparlementaire ». Comme vous le savez bien, le CEMAS a élaboré et a fait circuler le projet de règlement le 1er octobre. Ce projet a également été publié sur la base IPEX. Nous avons demandé de présenter des propositions jusqu'au 10 octobre. Donc, merci à tous les collègues qui ont présenté les amendements. Vous pouvez le faire jusqu'à 10 heures si vous avez encore des propositions ou des suggestions. Hier, nous avons eu le débat fructueux. Aujourd'hui également, je vous demande d'être actifs et de présenter toutes les observations et suggestions jusqu'à 10 heures. Cela concerne le règlement et les conclusions aussi. Chers collègues, maintenant, on va se focaliser sur la vision et les objectifs de la conférence interparlementaire. Maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole à M. Bronius Bradauskas, président de la Commission du budget et des finances du CEMAS de la République de Lituanie. M. Bradauskas, vous avez la parole. Bonjour, chers participants, chers invités, mesdames et messieurs. J'ai un grand honneur d'intervenir devant vous dans cette conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne. Je vais me focaliser sur la vision et l'objectif de cette conférence qui se tient pour la première fois à Vilnius, au CEMAS de la République de Lituanie. Cette conférence est la troisième conférence interparlementaire de l'Union européenne. Elle réunit les parlementaires des parlements nationaux, du Parlement européen et des parlements des pays candidats. La première conférence interparlementaire, celle de la COSAC, a été instituée en 1989. Et à la fin de ce mois d'octobre, le CEMAS accueillera la 50e réunion anniversaire de la COSAC. Et nous espérons que le fondateur de la COSAC, ancien président de l'Assemblée nationale de la République française et actuel ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, sera présent à cette conférence. La troisième conférence, c'est la conférence interparlementaire sur la politique de défense et des affaires étrangères. Elle a également été organisée au CEMAS. Notre conférence a été instituée en vertu du traité de Lisbonne, qui visait notamment à renforcer le rôle des parlements nationaux dans le processus décisionnel de l'Union européenne. Quelles sont les raisons de ce rôle accru? Ces raisons sont tout d'abord évidentes. C'est-à-dire que l'Union européenne a élargi ses compétences et de plus en plus de décisions sont prises au niveau européen. Les parlements nationaux se sentent donc souvent écartés de la prise de décision. Cela concerne en particulier la gouvernance économique et financière qui fait l'objet de débats d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les difficultés économiques et financières de ces 5 dernières années ont relevé beaucoup de défauts dans l'architecture
de l'Union européenne en ce qui concerne son aspect économique, financier et monétaire, et en particulier en ce qui concerne la durabilité de l'euro. Nous avons toujours soutenu l'intégration de l'Union européenne et nous estimons que les procédures du semestre européen, le pacte sur la stabilité et la croissance, ainsi que les nouveaux mécanismes de l'union bancaire, ainsi que d'autres mesures sont nécessaires afin d'assurer la viabilité de l'euro, de diminuer les déséquilibres macroéconomiques et d'assurer la stabilité du secteur financier. Dans ce contexte, il faut mettre en place des mesures pour assurer le contrôle parlementaire efficace et la légitimité démocratique et la responsabilité. L'article 12 du traité de Lisbonne stipule que les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union européenne. Alors, il ne suffit plus d'informer les parlements nationaux sur la prise de décision au niveau européen. Il faut tenir compte de ceux qui sont élus directement par les citoyens, c'est-à-dire les parlementaires qui sont un lien entre l'Union européenne et les citoyens européens. C'est donc le droit et l'obligation des parlements nationaux. Depuis 2006, la Commission européenne et notamment M. Barroso encourage le dialogue politique actif avec les parlements nationaux dans les différents domaines de la gouvernance. Nous félicitons cette pratique et nous espérons qu'elle se poursuivra après les élections européennes de 2014. Je tiens à souligner que le dialogue politique devrait être élargi et renforcé dans le domaine de la gouvernance économique. Nous nous réjouissons du fait que la Commission européenne a salué la volonté des parlements nationaux d'être plus activement impliqués dans le processus du semestre européen. À la réponse à la 47e contribution de la COSAC, M. Barroso s'est engagé à intensifier le dialogue et à encourager un partenariat politique avec les parlements nationaux afin d'encourager la participation des parlements à une étape précoce de l'élaboration des plans budgétaires nationaux et de programmes de réforme nationaux. C'est très important puisque la mise en œuvre des recommandations dépend en majeure partie de la politique nationale et de ses motifs. Il faut donc assurer un contrôle parlementaire exercé ensemble avec les parlements nationaux et le Parlement européen. Ainsi, la Commission européenne s'est engagée à organiser des consultations régulières 2 fois par an. Tout d'abord pour débattre de l'examen annuel de la Commission et ensuite pour débattre des recommandations de la Commission. Nous estimons donc que la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière devrait devenir le forum pour maintenir et réaliser ce dialogue régulier entre la Commission et les parlements nationaux dans le cadre du semestre européen. Nous estimons donc que les dates de cette conférence devraient être choisies en fonction du calendrier du semestre européen. La Commission européenne devrait s'engager à déléguer aux séances de la conférence les plus hauts fonctionnaires chargés de la gouvernance économique et financière, en particulier le commissaire en charge de ce sujet. J'invite les collègues à débattre de cette proposition et de l'adopter dans les conclusions si nous en décidons. Nous estimons également qu'il faut répartir clairement les compétences et respecter ces compétences.
Le contrôle doit être effectué là où sont prises les décisions. Conformément à l'article 14 du traité sur l'Union européenne, le contrôle au niveau européen est exercé par le Parlement européen. Alors, il faudra éviter la duplication des fonctions et la concurrence entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Les parlements nationaux, après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, jouent un rôle important en ce qui concerne le contrôle législatif. Ils veillent à ce que le principe de subsidiarité soit respecté en vertu du protocole 2 du traité de Lisbonne concernant les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Nous savons que les parlements se servent de cette prérogative en ce qui concerne les contrôles de subsidiarité. Concernant la coopération avec les autres institutions européennes, il faudrait encourager les échanges d'informations et l'implication des parlements nationaux dans le stade précoce de la procédure législative. Cela contribuerait à une meilleure efficacité des contrôles de subsidiarité et cela permettrait aux parlements nationaux d'être plus impliqués. Les parlements nationaux devraient renforcer le contrôle parlementaire des affaires européennes. Il y a beaucoup de progrès à faire en la matière, et notamment en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance économique et financière. Un contrôle devrait être renforcé sur toutes les questions majeures, notamment l'élaboration du budget, la discipline fiscale, la mise en œuvre des réformes, les mesures d'incitation de la croissance. La Commission européenne élabore des recommandations destinées aux pays et les gouvernements élaborent des programmes de réforme nationaux et les programmes de stabilité et de convergence. À mon avis, les parlements devraient être plus activement impliqués dans le débat sur ces programmes et dans l'évaluation de la mise en œuvre de ces programmes. Les parlements nationaux ne devraient pas rivaliser avec le Parlement européen en ce qui concerne le contrôle parlementaire, mais devraient contrôler un autre acteur, notamment les gouvernements nationaux. Cette répartition des tâches serait la bienvenue pour créer la synergie entre le Parlement européen qui veille au processus du semestre européen et les parlements nationaux qui veillent à la mise en œuvre des recommandations et des réformes par les gouvernements nationaux. Une implication plus efficace des parlements nationaux contribuerait à une meilleure légitimité démocratique et la responsabilité dans l'Union européenne. Bien sûr, pour y arriver, il faut tout d'abord veiller à ce que les citoyens soient plus impliqués dans la prise de décision et que les citoyens soient informés. Donc, cela contribuerait à ce que la légitimité démocratique et la responsabilité soient renforcées tant au niveau national qu'au niveau européen. Mesdames et messieurs, je voudrais évoquer également un problème majeur. C'est le problème qui concerne les États, les nouveaux États membres, c'est l'économie souterraine. Cela concerne les axes auxquels sont soumises certaines marchandises.
Dans ce domaine, il faudrait penser tout d'abord à la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Nos pays souffrent de la contrebande, non seulement de l'alcool, des carburants, du tabac, mais également des matières psychotropes, des drogues, etc. J'ai consulté les études réalisées en la matière. Les déchets ont été analysés pour identifier le nombre de paquets de cigarettes, de tabac contrefaits. Et donc, le nombre de paquets contrefaits s'est élevé à 40% dans certains cas. Donc, il y a des problèmes qui concernent également la contrebande des carburants. Le niveau de la contrebande est très fort et a un impact très important sur l'économie lituanienne et les autres économies. J'estime donc que l'Union européenne doit aider les États membres qui ont des frontières avec les États tiers, notamment en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux équipements pour prévenir la contrebande. Mais il faut également s'attaquer aux raisons de cette contrebande, à l'origine même. La différence des prix des marchandises fabriquées, par exemple, en Biélorussie, dans d'autres pays, et les prix des marchandises fabriquées dans l'Union européenne sont très importantes. Donc, il faut mettre un terme à cela. Il faut prévenir un tel processus. Donc, comment prévenir cette économie souterraine? Je sais que ce problème est très difficile à combattre, mais nous devons nous y préparer et j'estime que l'Union européenne devrait entamer une coopération plus active avec les États tiers en ce qui concerne les accises pour certains types de marchandises. Il devrait passer à une coopération constructive en se focalisant sur les solutions globales et nous devrions opter pour des solutions concrètes. Au sein de l'Union européenne, nous devrions également améliorer les procédures fiscales et notamment la procédure numéro 42. Cette procédure ouvre les portes à la contrebande, ce qui est démontré par les études que nous avons menées. L'Union européenne est une famille. Nous devons donc agir ensemble afin de combattre ces problèmes de contrebande et les problèmes en matière agricole. Mesdames et messieurs, j'ai eu l'honneur et le privilège d'intervenir en premier dans cette première partie de la conférence. J'attendrai le débat sur l'objectif et la vision de cette conférence. Je vous propose de se focaliser sur deux fonctions concrètes de cette conférence, à savoir le fait que cette conférence devienne un forum pour le dialogue politique entre la Commission européenne et les parlements nationaux dans le cadre du semestre européen et sur les autres questions de la gouvernance économique et financière, et pour que cette conférence devienne un forum entre les parlements nationaux et le Parlement européen sur la gouvernance économique et financière. Et je voudrais également que vous
proposiez des idées sur la prévention et la lutte contre l'économie souterraine et la contrebande. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bradauskas, pour votre intervention. Et maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que vous avez des cartes vertes. Et donc, si vous voulez poser des questions aux intervenants de cette matinée, vous n'avez qu'à les remplir et vous aurez le droit d'intervenir. Maintenant, chers collègues, je passe la parole au président de la Commission des finances du Sénat de la République française, Monsieur Philippe Marini, qui a accepté de parler de la vision de cette conférence. Vous avez la parole. Monsieur le Président. Messieurs les Présidents, mes chers collègues, c'est un grand plaisir d'intervenir devant cette session et d'évoquer les enjeux majeurs liés à la place des parlements internationaux dans la gouvernance économique et financière de l'Union européenne. Hier, au cours du débat que nous avons eu, certains éléments de discussion ont été soumis aux délégations et nous pouvons souhaiter que cette réunion de Vilnius soit décisive, en quelque sorte que se soit ouvert ici un processus de Vilnius permettant aux parlements nationaux de mieux affirmer leur place et leur rôle en coordination, lorsqu'il le faut, avec le Parlement européen, mais en lien direct, d'une part, avec les autres institutions communautaires et surtout avec nos opinions publiques. Nous le savons tous, la crise économique et financière, de même que les graves difficultés en termes de finances publiques qu'ont connues de nombreux États, ont favorisé un renforcement sans précédent des mécanismes européens de surveillance budgétaire et d'appréciation macroéconomique. Beaucoup ici y ont contribué et tous mettent en œuvre le mécanisme dit du six-pack. Tous connaissent les modifications concrètes qui ont été apportées par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance en Europe. Tous connaissent le two-pack. Mais cette nouvelle gouvernance économique et financière, qui repose sur des principes complexes, sur des concepts macroéconomiques qui ne vont pas de soi, nécessite de s'appuyer sur une assise démocratique, en tout cas de trouver les justes voies pour obtenir la compréhension des opinions publiques nationales. Or, qui est mieux placé que l'élu du suffrage universel siégeant dans une chambre du Parlement pour traduire en quelque sorte vis-à-vis de son opinion publique les concepts, les disciplines, les contraintes qu'il faut mettre en œuvre dans le cadre de décisions librement délibérées et consenties par chaque législatif national à l'intérieur et conformément à son propre système constitutionnel. L'assainissement des finances publiques n'est pas nécessairement dans tous les pays une affaire très populaire, mais cet assainissement, cette convergence sont indispensables si nous voulons, les uns et les autres, travailler dans un cadre pérenne, sécurisant et assurer la soutenabilité de
l'euro, ciment de l'union économique et monétaire, et bien au-delà, élément essentiel de la pratique des institutions communautaires. Par ailleurs, il convient, mes chers collègues, de rappeler qu'en dépit du développement des mécanismes de surveillance européens, les parlements nationaux, et je voudrais y insister, demeurent souverains dans la définition, l'appréciation des politiques à mener dans le domaine des finances publiques, comment gérer la contrainte sur les dépenses, quels choix effectuer, quel contrôle mettre en place pour s'assurer que l'on ne sort pas des clous, quelle stratégie fiscale appliquer, quel rôle pour les impositions indirectes par rapport aux impositions directes, quelle part pour la progressivité, quelle part pour la proportionnalité de l'impôt, quelle problématique pour les accises ou autres taxations indirectes, quelle place pour la fiscalité de l'immobilier, pour la fiscalité de l'épargne et celle du patrimoine. Faut-il ou non se résoudre à imposer la détention de biens, quelle que soit leur nature immobilière ou mobilière? Tout cela, à l'évidence, ce sont des sujets qui relèvent de la libre appréciation de chaque nation et dans le cadre de sa Constitution. Dès lors, il est bien clair qu'une stratégie de redressement économique et budgétaire ne peut que reposer sur de meilleurs liens, une meilleure collaboration des parlements des États membres au sein de l'Union européenne, plus particulièrement lorsqu'il s'agit des pays appartenant à l'Union économique et monétaire, mais de façon encore plus générale, tant les problématiques de nos différents États se répondent, se correspondent et suscitent souvent les mêmes attitudes, les mêmes réactions, les mêmes clivages. En tout cas, les débats que nous pratiquons sur le plan national, il est utile et fructueux de les partager, mais de le faire de manière concrète et opérationnelle. C'est pour cela, mes chers collègues, et je voudrais le redire, que j'ai pour ma part accueilli dans un esprit très positif le projet de règlement élaboré pour la présente conférence interparlementaire par la présidence lituanienne. Je voudrais le redire, c'est un utile travail et c'est un travail qu'il nous appartient de respecter car il nous permet de progresser dans la mise en œuvre de nos liens de coopération interparlementaire. Je cite ce règlement, il se propose d'améliorer la légitimité démocratique et la responsabilité dans le domaine de la gouvernance budgétaire, économique et financière. Ce sont bien les deux choses que nous devons avoir en tête. La légitimité ne peut résulter que du suffrage. La légitimité ne provient pas d'une sorte de corpus politiquement correct qui serait élaboré ailleurs, entre soi, au sein d'une catégorie particulière et sans vrai souci de se confronter avec la réalité. Et quant à la responsabilité, bien entendu, c'est ce à quoi sont appelés chacun de nos gouvernements, chacun de nos parlements, chacune de nos majorités, chacune de nos oppositions, ce qui signifie dire la vérité et ne pas se réfugier dans je ne sais quelle langue de bois, pratique dans l'instant,
mais susceptible de poser demain ou après-demain des problèmes tout à fait redoutables. L'un des principaux apports du semestre européen, c'est le fait de faire coïncider la remise par chaque État de son programme de stabilité et de convergence et de son programme national de réforme. Et c'est aussi le processus d'examen par les pairs, par les États entre eux, au sein du Conseil de l'Union européenne, examen qui met en jeu, par ailleurs, les compétences techniques de la Commission de l'Union européenne. Cette synchronisation de l'évaluation des politiques budgétaires et économiques a pour finalité de renforcer la coordination des États membres, notamment dans la perspective de l'élaboration des budgets pour l'année à venir. Et nous le savons, il y a là un équilibre délicat à trouver. Le budget, la loi de finances, c'est un acte qui résulte des pouvoirs constitutionnels de chaque Parlement, mais ce budget, cette loi de finances, doivent être élaborés en cohérence avec les principes généraux et dans le respect des engagements que chaque État prend à l'égard de ses pairs, chaque État à l'égard des autres États, acceptant volontairement ce mécanisme de surveillance multilatérale et de discipline commune. Il est dès lors essentiel que les parlementaires puissent disposer des informations nécessaires pour, d'un côté, agir sur la position des gouvernements et, de l'autre, pour participer au contrôle des programmes de stabilité, de leur élaboration, de leur respect, ainsi que des programmes nationaux de réforme. Au demeurant, chacun, en tâtonnant, s'est efforcé d'implanter dans sa propre culture politique de telles exigences, et je pourrais citer l'expérience de la République française, où, depuis 2011, le gouvernement doit adresser au Parlement, au moins 2 semaines avant sa transmission à la Commission de l'Union européenne, le projet de programme de stabilité. Ce projet est examiné en commun avec le programme national de réforme. Il donne lieu à un débat dans chaque assemblée et, si le gouvernement le veut bien, ce débat se termine par un vote. Il y a effectivement eu vote dans les 2 assemblées une première fois, puis, lors de l'expérience la plus récente, un vote à l'Assemblée nationale, mais pour des raisons qui tiennent à la configuration de celui-ci, une absence de vote au Sénat. Je pense qu'une telle procédure mériterait d'être comparée aux pratiques des autres États et qu'un tel sujet aurait tout à fait sa place un jour dans les débats d'une telle conférence interparlementaire. Ensuite, cette conférence est assurément un support privilégié pour la présentation des réformes économiques menées dans les différents États membres. En d'autres termes, l'échange de bonnes pratiques, le benchmarking sont assurément des méthodes de travail que nous devons pratiquer sans réserve. Nous aurons à présent, au printemps, dans chaque pays européen, des débats politiques dans le domaine budgétaire organisés autour de sujets communs. C'est un vrai progrès que d'utiliser la première partie de l'année pour définir les orientations du budget de l'année N+1 et pour que se tiennent
les débats décisifs en termes d'orientation et de programmation, les débats aussi auxquels il nous appartiendra d'associer le mieux possible l'opinion publique, ce qui veut dire faire œuvre de cette pédagogie si difficile, mais qui nous revient. Il nous sera précieux d'engager de tels débats en ayant connaissance de la manière dont nos partenaires répondent aux difficultés auxquelles chacun doit faire face. Dans une telle perspective, la conférence des présidents des parlements de l'Union européenne, qui s'est tenue à Nicosie en avril dernier et qui a été abondamment citée dans nos travaux depuis hier, a proposé que la conférence interparlementaire se réunisse 2 fois par an, à Bruxelles au cours du premier semestre, dans le cadre d'une co-organisation entre le Parlement de l'État président et le Parlement européen, et ensuite au 2e semestre, dans le pays, assurant la présidence semestrielle pour la seconde partie de l'année et dans le cadre d'une organisation revenant à cet État seul. Et de nouveau, messieurs les présidents des commissions compétentes du Parlement de Lituanie, soyez remerciés pour tout ce qui a été fait pour la bonne mise en œuvre de ces dispositions, car j'ai le sentiment que vous vous êtes situés vraiment dans la droite ligne des conclusions de la réunion de Nicosie. L'ordre du jour des futures conférences devra, bien entendu, répondre à des règles, devra être préparé. On ne peut, mes chers collègues, se contenter de débats généraux. Il faudrait souhaiter que celui que nous avons à présent soit l'un des derniers du chapitre des généralités. Et pour les rencontres futures, peut-être serions-nous susceptibles de nous accorder sur un volet consacré à la conjoncture, à l'état des affaires, aux principaux problèmes du moment, et d'autre part, un second volet qui consisterait à examiner un thème particulier. Tout à l'heure, le président de la Commission du budget et des finances de Lituanie nous suggérait d'étudier les économies souterraines. Mais pourquoi pas, mes chers collègues? Bien des États sont confrontés à cette thématique. Peut-être serait-il utile qu'en toute lucidité, un jour, un sujet de ce genre soit sur la table de la conférence interparlementaire. On peut penser à bien d'autres choses et il me semble que le choix des thèmes devrait logiquement revenir à une préparation qui soit le fait d'un groupe de travail, d'un comité ad hoc qui soumettrait aux instances compétentes de tels choix et qui serait en mesure de veiller avec le Parlement organisateur à la bonne qualité des documents préparés, puis à la manière d'organiser concrètement les débats. Bien sûr, une telle recherche de méthode de travail est au cœur des responsabilités, je voudrais le redire, des pays du trio présidentiel, avec l'ensemble des délégations des pays membres, des parlements nationaux des pays membres, l'ensemble de celles et ceux de bonne volonté qui voudraient bien contribuer à ce processus. Alors hier, Monsieur le Président, la question s'est posée de savoir si la présente session approuverait ou non le projet de règlement. Pour ma part,
d'entrée de jeu, et je pense que cette position était largement partagée dans notre délégation, je ne voyais pas d'obstacle particulier à approuver ce projet de règlement. Ceci étant dit, dans le souci du consensus et d'une complémentarité entre les parlements nationaux et le Parlement européen, peut-être est-il acceptable, nous le verrons à la suite des débats de ce matin, de renvoyer la décision formelle à la prochaine session, celle du premier semestre 2014, dès lors que l'on a bien la volonté de créer un lieu de rendez-vous qui puisse permettre aux parlementaires d'effectuer un travail sérieux dans le respect des institutions et des normes juridiques en vigueur, et en particulier de l'ordre constitutionnel de chaque État. Je voudrais rappeler, en m'approchant de ma conclusion, mes chers collègues, qu'il nous appartient bien à nous, les parlements nationaux, d'éviter le double langage. Nous connaissons trop cela, le langage bruxellois et le langage national, le langage d'un gouvernement qui parle aux autres gouvernements et le langage d'un gouvernement qui parle à son électorat, ce qui vaut pour les gouvernements, pouvant aussi, nous pouvons avoir la lucidité de le reconnaître, valoir pour telle ou telle de nos formations politiques. Mais c'est ainsi que naissent les désillusions, c'est ainsi que le projet européen s'étiole, c'est ainsi qu'il suscite une défiance croissante au sein de nos opinions publiques. Donc, le devoir de vérité pratiqué entre les parlementaires est assurément une manière de travailler dans le sens du réalisme et d'éviter ce désenchantement, cette perte de repères auquel nous contribuerions en apparaissant comme confinés dans un monde trop artificiel. Il nous appartient de donner un sens politique aux nouvelles règles de gouvernance budgétaire. Il nous appartient de trouver les bonnes formules, les bonnes expressions pour que nos opinions publiques comprennent ce que veut dire, par exemple, une règle très technique, très macroéconomique, comme celle de l'amélioration du solde structurel des finances publiques d'année en année. Et le frein à la dette, les conditions de recours aux marchés financiers, la dépendance que cela induit, ce sont des sujets présents au sein de nos opinions publiques, heureusement, et ce sont des sujets qu'il nous appartient aussi de traiter dans un esprit de transparence. Alors, certes, les orientations qui ont été retenues par la présidence lituanienne m'ont paru de nature à induire de bons débats. Il est utile que nous puissions aussi évoquer aujourd'hui l'union bancaire, ce qui est une responsabilité importante de l'Union qui est susceptible d'avoir des conséquences très significatives sur l'exercice de différents pouvoirs nationaux. Mais voilà encore un exemple qui pourrait tout à fait motiver d'être inscrit à l'ordre du jour d'une conférence interparlementaire
De même, parmi d'autres exemples, que la question de l'érosion des bases fiscales, que l'examen des travaux du Centre d'études des politiques fiscales de l'OCDE sous le titre Base Erosion and Profit Shifting. Sans doute y a-t-il là aussi matière pour des débats sans tabou entre parlementaires. Telle est donc la vision que l'on peut avoir de cette nouvelle conférence interparlementaire, un moyen de motiver les parlements nationaux, un moyen de s'inscrire dans la nouvelle gouvernance économique et financière, quelque chose qui ne retire rien à personne, mais qui ajoute opportunément aux institutions communautaires un peu de notre vécu parlementaire. Alors au total, Monsieur le Président, il paraît nécessaire que cette conférence ne se sépare pas sans qu'une résolution ou une communication ait été adoptée. Et nous savons bien qu'il y a dans les enceintes internationales et en particulier interparlementaires, il y a un bon concept qui est celui du consensus. Le consensus voulant dire qu'il n'y a pas d'opposition exprimée. Le consensus qui n'est pas l'unanimité, mais qui s'en rapproche et qui peut être une méthode particulièrement opportune pour progresser. Donc mon vœu serait que l'on puisse adopter par consensus un texte bref qui préserve, au titre de ce processus de Vilnius, l'essentiel de l'acquis que représente l'excellente préparation de la présidence lituanienne. Je vous remercie, mes chers collègues, de votre attention. Un grand merci au président de la Commission des finances du Sénat de la République française, M. Philippe Marini. Je remercie toutes les délégations qui ont écouté cette intervention. Mais je voudrais demander à l'avance que les interventions ne prennent plus de 12 minutes. Donc, je vous demande de respecter ce temps de parole. Maintenant, permettez-moi de donner la parole à M. Othmar Karas, vice-président du Parlement européen. Monsieur Karas, vous avez la parole. Mr. President, ladies and gentlemen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Permettez-moi de commencer par une observation personnelle. Il faut savoir que 2 délégations du Parlement européen fêtent aujourd'hui leur anniversaire. Chère collègue Elisa Ferreira, je vous souhaite, je vous transmets mes meilleurs vœux. Il faut aussi avoir un petit peu de temps. Monsieur Karas, un instant s'il vous plaît. Je me permets de vous interrompre. Il y a 4 parlementaires qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, mais tout ce qui concerne la fête, on va la faire dans l'après-midi. Thank you very much. Good. Next point. Happy birthday. Eh bien, heureux anniversaire à tous et à toutes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je commencerai par remercier M. Bradauskas de son discours d'ouverture puisqu'il nous a présenté de manière très claire en quoi consistaient les tâches, les objectifs, les bases et les concepts de cette conférence. Et je voudrais faire 2 observations. L'article 13 du traité et le pacte budgétaire établissent les sujets dont nous avons à discuter ensemble et établissent donc ces différents éléments et les présentent. Il nous faut donc, et c'est là la chose la plus importante, commencer à travailler.
commençons à discuter de ces thèmes qui sont pris en considération dans le pacte budgétaire, et tout ceci est établi de manière intergouvernementale. Et nous avons besoin, pour ce faire, d'une légitimité, et c'est ainsi que nous sommes amenés à discuter de toutes ces questions. Alors, si nous nous prenons nous-mêmes au sérieux, n'oublions pas que nous disposons également d'une commission ad hoc. C'est le quartet, de facto. Or, le quartet, c'est le trio présidentiel plus le Parlement européen. Nous organisons nos rencontres non pas au travers de la Commission ou encore avec le concours d'autres institutions, mais il s'agit plutôt d'une concertation entre les parlements nationaux et le Parlement européen, puisque ensemble, les parlements nationaux et le Parlement européen ont pour tâche d'organiser la coopération et de la planifier. Et donc, ce quartet, qui est composé du trio présidentiel et du Parlement européen, constitue effectivement un comité ad hoc adéquat et permet d'aboutir à une coordination rapide et à un bon traitement de toutes ces questions. Mesdames et messieurs, nous nous félicitons d'avoir la possibilité de nous rencontrer et de débattre de ces différentes questions. Les objectifs, eux, ils sont clairs. Et l'atteinte de ces objectifs, la poursuite de ces objectifs passera par différentes étapes et tout ceci nous permettra de transposer cette vision. Et on dit que de nombreuses personnes voient les choses telles qu'elles sont et ils expliquent le pourquoi. Je rêve de choses qui n'ont pas encore existé et je me dis pourquoi pas. Nous devons établir clairement que nous sommes disposés à atteindre les objectifs fixés et nous devons également nous poser des défis. Mais pourquoi est-ce que ce que nous considérons comme étant juste ne deviendrait pas une réalité? Nous pouvons le faire avec le concours des citoyens. Je pense que les objectifs sont très clairs pour l'ensemble d'entre nous. Toute décision politique doit bénéficier d'une légitimité parlementaire et toute décision politique doit s'accompagner d'un aspect public, d'une transparence, d'une participation citoyenne. Et enfin, toute décision politique doit être soumise à contrôle. Et enfin, toute décision politique doit être justifiée. Notre rôle à nous consiste à prendre des décisions devant être prises à notre échelon et une autre raison d'être consiste à avoir un échange d'informations entre nous puisque les compétences ont été réparties. L'objectif poursuivi par cette conférence est très ambitieux et j'espère que les délibérations que nous mènerons aujourd'hui nous permettront de faire un grand pas en avant. Nous devons progresser pas à pas et construire les résultats de cette conférence. Nous devons préparer les futures conférences qui porteront sur le même sujet et nous devons donc préparer la voie d'un consensus. Ici, je citerai Catherine de Sienne qui a dit que ce n'est pas le début qui est récompensé, c'est la persévérance qui est récompensée. Et la conférence d'aujourd'hui n'est que le début. Ce n'est pas la finalité de la transposition de l'article 13. Nous sommes en train d'apprendre les uns des autres et nous apprenons au travers de cette coopération que nous réalisons ensemble. Alors, permettez-moi de faire quelques observations générales concernant l'Union économique et monétaire. Je parlerai de la zone euro. Donc, la zone euro, mais d'autres États membres en dehors de la zone euro ont été touchés par la crise financière. Et ces pays, depuis 5 ans, rencontrent des difficultés particulières. Ces difficultés ont abouti à concrétiser cette crise, une crise qui a également eu des conséquences de déstabilisation politique dans certains domaines. Dans certains pays,
particulièrement touchés, les pays du programme ressentent en particulier les conséquences de la crise. Le chômage, et le chômage des jeunes tout particulièrement, un accroissement de la pauvreté, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter. Mesdames et messieurs, ce sont là des sujets dorénavant européens. Et par conséquent, ces thèmes ne pourront être résolus qu'ensemble, car il n'est pas possible de résoudre seul ou au niveau national les problèmes européens. Nous devons résoudre ensemble ces problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous poser la question de savoir quelles sont les compétences dont nous devons être dotés pour résoudre ces problèmes afin de ne pas agir simplement dans la compassion et le regret, mais essayons de prendre des actions concrètes. Mesdames et messieurs, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, dans le domaine de la réglementation des marchés financiers, nous avons pris de nombreuses décisions. Nous ne sommes pas au début dans ce domaine-là. Des règles concernant les agents de notation, nous avons aussi pris des dispositions en ce qui concerne les liquidités des institutions de crédit. Nous avons pris toute une série de décisions aussi en ce qui concerne les actifs des banques. Dans certains pays qui se remettent, l'Irlande par exemple, et je félicite en passant l'Irlande, le Portugal aussi, et félicitations au Portugal également, mais ces éléments de reprise sont encore trop fragiles pour pouvoir parler d'un véritable tournant. En effet, nous devons continuer à aller d'avant en ce qui concerne la mise en place des propositions des réformes. Je pense par exemple à la proposition qui vise à atteindre l'union bancaire. Vous savez que 50% des résultats ont été atteints. Les différents fonds, différentes dispositions, différentes propositions de réforme sont encore en cours d'élaboration. Une fois que l'union bancaire aura été mise en place, il faudra mettre en place l'union fiscale. Et nous le savons tous, à moins de parvenir à union sociale, il y aura trop de différenciation et par conséquent, nous ne parviendrons jamais à l'union politique qui, en réalité, est ou doit être notre objectif commun. Ce sont là des conséquences réelles de la crise que je viens d'énumérer et je pense en particulier à la dimension sociale. Et nous savons que les conséquences ont été très hétérogènes et ceci est reflété dans nos différentes interventions. Certains pays ont été davantage touchés que d'autres. C'est une asymétrie quant aux pays qui ont été touchés. Et ceci a bien entendu des conséquences sur la vie de l'opinion publique dans les différents États membres. Je parle de la réaction de l'opinion publique par rapport aux différentes solutions proposées. Ainsi, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Finlande, la crise est appréciée de manière différente de la manière dont elle l'est en Grèce, au Portugal, en Espagne, en Italie ou encore en France. Et de ce fait, les propositions de solutions diverses qui sont présentées sont discutées selon des angles différents de la part de l'opinion publique. Et nos réactions sont également variées, différentes, même si l'objectif que nous poursuivons est le même, même si la stratégie que nous poursuivons, elle peut être identique. Néanmoins, étant donné ces variations, étant donné ces différences au niveau de l'opinion publique et de l'appréciation des différentes solutions qui sont proposées, nous devons prendre cela en compte. Jean-Claude Trichet a déclaré que l'union économique et monétaire, où se rend très évidente le destin commun qui est le nôtre. Elle nous relie, elle établit un tel maillage qu'il n'est pas possible de sortir de ce maillage et si nous devions sortir de cette interdépendance, nous en ressortirions plus pauvres, car la crise a véritablement fait la lumière sur cette interdépendance. Notre monnaie commune est la seule monnaie sans État. C'est la seule monnaie sans politique budgétaire, politique sociale et politique fiscale.
Le programme de notre conférence s'est à juste titre orienté vers des thèmes dont nous avons la tâche de les coordonner. Nous souhaitons aller dans le sens d'une union économique et monétaire. Nous souhaitons stabiliser cette union. Nous souhaitons stabiliser le marché intérieur. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes comptables de faire en sorte que l'union bancaire fonctionne. Nous sommes comptables d'intégrer le secteur financier et nous sommes également comptables d'assurer l'ancrage d'une coordination adéquate de ces différents éléments. La totalité de ces éléments, de ces propositions, sont des éléments qui vont nous permettre de sortir de la crise et de nous rapprocher de notre vision commune. Cependant, cela ne sera réalisable que dans la mesure où un dialogue permanent est établi, dans la mesure où la coopération est établie et dans la mesure où la légitimité des parlements nationaux est reconnue. Et le fait que nous collaborions est bien inscrit dans l'article 13 du traité et les conclusions de la conférence des présidents qui s'est tenue à Nicosie en avril de cette année a renforcé la participation des parlements nationaux. À ce titre, la collaboration des parlements nationaux n'est pas quelque chose de nouveau. Mais pourquoi est-ce que l'approfondissement de cette collaboration des parlements nationaux est aussi importante? L'intergouvernementalité du Conseil européen dans le domaine de l'économie et de la politique monétaire a été renforcée d'une réunion du Conseil à l'autre au cours des années qui viennent de s'écouler. Plusieurs solutions, plusieurs pactes ont été conclus et parfois il en résulte une cacophonie de ce qui a été décidé. Mais en parallèle, les parlements dans les différents États membres de l'Union européenne et les parlements de manière générale, n'ont pas la place qui est la leur. Et c'est quelque chose à quoi nous ne pouvons insister sans réagir. Il s'agit véritablement d'un affaiblissement. Or, la conférence interparlementaire qui est la nôtre a le potentiel de donner la possibilité d'inscrire la marque des parlements nationaux. Nous souhaitons une conférence forte. Et c'est la raison pour laquelle je dis très clairement que je puis imaginer qu'aujourd'hui, nous donnions ordre au quartet de prendre en considération toutes les propositions qui figurent dans le projet de règlement afin de soumettre une proposition à la prochaine conférence. Et je puis imaginer aussi que nous mettions en place un comité de rédaction dès aujourd'hui et que ce comité de rédaction prépare un projet de communiqué afin que ce projet soit disponible à l'issue de notre conférence. Il va sans dire que ce type de mécanisme peut facilement être mis en place. Enfin, permettez-moi, mesdames et messieurs, en conclusion, de dire que le Parlement européen, depuis de nombreuses années, organise des conférences interparlementaires. Alors, je connais de nombreux députés du fait de la Ligue parlementaire qui a été mise en place il y a quelques mois. Nous sommes tous engagés et intéressés dans la voie d'une collaboration plus importante, car nous tous, nous sommes des représentants et des représentantes des citoyennes et des citoyens de l'Europe. Et le rôle des parlements est l'expression de la force des démocraties européennes. La Commission économique et monétaire du Parlement européen invite les présidents des commissions des parlements aux réunions du Parlement européen. Ainsi, par exemple, lorsqu'on présente des rapports concernant les progrès réalisés dans les États membres. Alors, pourquoi n'exploitons-nous pas des moyens modernes tels que la visioconférence afin d'avoir des rencontres? Nous ne devons pas nécessairement nous déplacer, nous ne devons pas toujours voyager. Pourquoi est-ce que les rapporteurs de différentes commissions parlementaires ne pourraient être invités à une manifestation ou à une autre?
Pourquoi est-ce que cette conférence interparlementaire serait différente d'autres conférences interparlementaires? Nous parlons de questions budgétaires, nous parlons de questions financières, nous parlons de questions monétaires et nous parlons de différents domaines spécialisés et nous allons dans le sens d'une plus grande coordination. Et je lance par conséquent un appel à l'ensemble d'entre nous. Essayons de continuer à travailler de manière plus étroite, essayons de travailler ensemble afin d'atteindre ces différents objectifs et travaillons de manière constructive dans la voie du consensus, mais ayons également une approche critique. L'Union économique et monétaire est une union que nous devons défendre. Le pacte budgétaire et les thèmes du pacte budgétaire sont les éléments qui sous-tendent cette discussion. Merci beaucoup de votre attention. Je remercie Monsieur le vice-président du Parlement européen, Monsieur Othmar Karas. Merci de vos idées intéressantes. Chers collègues, je voudrais ouvrir le débat. Je vois que 11 personnes se sont inscrites pour poser des questions. Chacun aura 1 minute pour la question. Je vous demande de respecter ce temps de parole, étant donné qu'à 10 heures, il y aura la pause de café, donc il ne reste pas beaucoup de temps pour les questions. Le premier intervenant, M. William Cash. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. Merci beaucoup, Président. C'est toujours une idée d'aller droit au but, me semble-t-il. Alors, je crains, et avec tout le respect que je dois, et je parle en mon nom et au nom de ma commission, je crains que la question qui vient d'être posée par le précédent intervenant avec grande éloquence, eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec lui, car son hypothèse de départ, lorsqu'il parle à terme d'une union économique et budgétaire, c'est quelque chose qui n'entre pas en ligne de compte. Et dans le contexte de ce traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, c'est un traité intergouvernemental. C'est un traité qui a été convenu sans l'accord du Royaume-Uni ou de la République tchèque. Ceci étant dit, je voudrais essayer d'expliquer quelque chose qui peut paraître évident à de nombreuses personnes, mais la constitution du Royaume-Uni en ce qui concerne les questions des politiques budgétaires et de la politique fiscale, comme l'a dit le délégué français, M. Marini du Sénat, donc il l'a souligné, dans le contexte britannique, un principe constitutionnel qui est inviolable, qui ne peut en aucun cas ne pas être respecté, est tel que la House of Commons a un rôle constitutionnel exclusif pour tout ce qui concerne la fiscalité. Et c'est tout simplement pas quelque chose qui entre en ligne de compte et qui peut être négocié. C'est tout simplement pas négociable. Alors, je n'en dirai pas plus. Cela n'est pas nécessaire, mais est-ce que, dorénavant, on remplace le débat sur les règlements par un débat sur l'union économique et fiscale? Eh bien, ce n'est tout simplement pas possible d'en débattre. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'union économique et monétaire dans les zones euro, il y a une situation assez chaotique. Nous savons qu'il y a un chômage très important, il y a des défaillances au niveau du système. Et même si nombreux souhaitent des améliorations de cette union, pour des raisons pratiques, l'union ne fonctionne pas de manière efficace. Et sans vouloir m'étendre sur cette question, je dirais que les hypothèses qui ont servi à défendre l'argument de M. Othmar Karas, qui est vice-président du Parlement européen et qui a des responsabilités pour les relations avec les parlements nationaux, alors, je suis toujours très intéressée de savoir quels sont les arguments qui défendent le débat démocratique, mais je pense que nous sommes très clairs en ce qui concerne les réponses que nous donnons
à ce qu'il a dit. Donc je ne suis pas d'accord sur les points de départ ou sur les hypothèses qui ont été utilisées. Et en ce qui concerne la participation de la Grande-Bretagne qui a adhéré donc en 1972, nous avons adhéré sous certaines conditions. Et vous savez que le débat au Royaume-Uni est particulièrement orienté autour de la primauté du Parlement de Westminster. Et j'en terminerai là. Merci de votre attention. Merci. Deuxième intervenant, Monsieur Goran Farm, Parlement européen. Encore une fois, je vous demande de respecter 7 minutes pour la parole. Thank you, Chair. What Mr. Karas explained may not... Merci, Monsieur le Président. Ce que M. Karas a expliqué, c'est peut-être pas la politique du Royaume-Uni, mais c'est certainement la politique du Parlement européen. Alors, nous avons ensemble le rôle d'exercer l'influence démocratique dans un des domaines les plus importants de notre époque et fournir une légitimité pour un développement stable pour la croissance et l'emploi. Et je voudrais remercier la présidence lituanienne d'avoir fait tous ces préparatifs pour cette conférence de Vilnius qui sera certainement un jalon pour l'avenir. Et je crois que c'est ensemble, parlements nationaux et Parlement européen, que nous devons être co-législateurs pour surveiller ce qui se passe au niveau européen et les parlements nationaux doivent le faire au niveau national. Mais il est surtout important qu'on le fasse ensemble. On a besoin des deux, tant au niveau de la communauté et au niveau des États membres. L'échange de vues est important en tant que tel, mais si nous souhaitons aller un peu plus loin et si nous souhaitons développer une stratégie conjointe pour une politique en Europe, nous devons être extrêmement prudents et nous devons trouver une approche de consensus réel en nous fondant sur l'unanimité. C'est plus important de bien faire les choses que d'aller vite. Et je crois que le Parlement européen et les parlements nationaux n'ont pas de mandat pour adopter de nouvelles politiques dans ce contexte. Donc créons un bon groupe de travail pour préparer le règlement qui sera adopté en janvier comme base pour la coopération efficace entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Merci. Merci. Madame Anne Lucas, Pays-Bas. Thank you, Chair. The deepened economic and... Merci, Président. L'Union économique et monétaire approfondie nécessite une meilleure coopération parlementaire, ce qui n'est pas la même chose que l'Union européenne. Alors, en vue de renforcer ce rôle interparlementaire, nous sommes ici pour discuter du règlement, mais aussi pour discuter des meilleures pratiques. Alors, nous marquons notre accord avec le règlement dans sa conception actuelle et il n'est pas nécessaire donc de préparer un nouveau projet. Je pense que pour 28 sur les 29 délégations présentes, c'est le même avis. Et comme l'a dit M. Cash, il y a un éléphant dans la salle, mais cet éléphant n'est pas le règlement. Cet élément, c'est le rôle du Parlement européen dans la présente conférence. Nous avons en quelque sorte créé une réalité kafkaïenne où un Parlement essaye de prolonger une discussion sur le règlement et entraîne par là une discussion sur l'importance de cette discussion. J'ai beaucoup de mal à expliquer cela aux citoyens. Nous voudrons laisser de côté les questions relatives au règlement afin d'avoir véritablement un échange de vues sur des questions très importantes. Merci, Président. Il n'y a plus de questions. C'est plutôt des observations que des questions. Je donne donc la parole au intervenant suivant, Norbert Bartle. Merci beaucoup, Président. La délégation allemande se félicite d'avoir l'occasion, lors de cette première conférence, d'avoir un véritable échange de vues concernant ce forum, concernant l'objectif, la finalité de ce forum. Et l'échange d'idées, l'échange d'informations aboutissent à une meilleure transparence concernant les meilleurs procédés visant à une bonne coordination des mesures budgétaires à prendre au sein de l'Union européenne. Les tâches principales de cette conférence sont précisément celles-là. Mais il s'agit aussi de ne pas oublier le contrôle parlementaire en ce qui concerne
la gouvernance économique et financière. Et donc, sans aucun doute, nous sommes en quelque sorte en train de mettre en place un processus de Vilnius, c'est-à-dire la mise en place d'un groupe de travail qui serait composé de représentants des différents parlements nationaux et aussi du Parlement européen. Et ce groupe restreint devrait réfléchir à la manière dont cette conférence doit évoluer. Nous avons effectivement déjà discuté de l'ordre du jour. Alors, en ce qui concerne ce règlement, est-ce que la conférence interparlementaire est un organe qui est habilité à prendre des décisions ou non? Si c'est le cas, il faudrait, le cas échéant, que ce soit à la majorité. Il faudra encore donner des détails sur ces prises de décision, sur le processus décisionnel. Et puis, en ce qui concerne le régime linguistique, il est important d'en discuter plus avant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en faveur de la constitution d'un petit groupe de réflexion sur toutes ces questions. Merci. Merci au représentant allemand. Je donne la parole au représentant polonais, Andrzej Galaziewski. Thank you very much. Firstly, I would like to... Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les collègues lituaniens d'avoir rédigé ce projet de règlement. Ce texte a été envoyé au Parlement et certains parlements ont soumis des amendements. Mais pour moi, maintenant, il n'est pas très clair comment on procède, quels sont les amendements dont on a discuté, quelle est la proposition d'étape future, parce que certains de ces amendements, à mon avis, devraient être adoptés par la conférence. Donc, je ne sais pas lesquels de ces commentaires vont être pris en compte. Je pense que certains devraient peut-être être inclus. Donc, je demanderai à la présidence de préciser la situation. Merci. Merci, chers collègues. Comme nous avons déjà dit, les propositions peuvent être soumises jusqu'à 10 heures. Cela concerne le règlement et les conclusions. Et ensuite, le trio présidentiel avec le Parlement européen va élaborer les documents. Ce sera dans l'après-midi probablement. Et donc, on décidera si le règlement est nécessaire ou on va décider que le règlement sera élaboré par la conférence suivante ou peut-être un groupe rédactionnel, un groupe ad hoc pourrait être mis en place. Alors, je pense que dès qu'on aura toutes les propositions, on pourra décider de tout cela. Maintenant, M. Christophe Carèche, représentant français. Président, je me réjouis d'abord que vous ayez clarifié la procédure. Je me rallie aussi à la proposition du représentant de l'Allemagne de faire un groupe de travail assez ouvert qui permette à tous les parlements de donner leur point de vue et de faire valoir leurs propositions sur le futur règlement. Je voudrais insister sur 2 points, et j'ai déposé d'ailleurs sur un point un amendement en ce sens. Le premier, c'est que je crois qu'il faut que figure dans la déclaration, les conclusions, le règlement, je ne sais pas encore, que figure en tous les cas le fait que cette conférence a vocation à contribuer à la légitimité démocratique qui sont décidées, des décisions qui sont prises, des orientations qui sont prises au niveau européen en matière économique et financière. Je crois que c'est très important. Nous ne sommes pas simplement un forum de discussion, nous sommes aussi une instance qui a un rôle dans ce processus démocratique. Je crois qu'il faut le rappeler et encore une fois, j'ai déposé un amendement en ce sens. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas banaliser la conférence. Certes, il y a d'ores et déjà de nombreuses initiatives qui sont prises, notamment par le Parlement européen, pour réunir les parlements nationaux et moi je m'en félicite, d'ailleurs j'essaye d'y participer le plus possible. Mais je crois que la conférence, elle a un rôle particulier, un rôle spécifique, et il faut lui préserver une certaine lisibilité.
Je pense que cette conférence, elle doit être à la fois utile et lisible aux yeux de l'opinion, aux yeux notamment de nos populations. Et je pense qu'il faut veiller à cela. Merci. Merci au représentant français. Maintenant, la parole à M. Lord Lyndon Harrison. Mr. President, can I tell Mr. Karash Merci. Je voudrais dire à M. Karash que j'ai été un membre du Parlement européen qui, il y a 20 ans, a commencé les contacts avec les parlements nationaux sur les affaires économiques et financières au moment où nous avons organisé ces conférences. Et j'ai été particulièrement heureux d'apprendre de la part de nos collègues actuels du Parlement européen quelles sont les angoisses qu'ils nourrissent. Et j'ai eu le sentiment que nous sommes en fait, et ils n'ont pas le sentiment d'être un 29e membre des parlements. Non, nous sommes effectivement très heureux de les avoir ici. Deuxièmement, est-ce que j'ai bien compris que la semaine parlementaire européenne va continuer, parce que je crois que notre électorat pense que nous devons être efficaces et efficients dans ce que nous faisons lorsque nous faisons avancer cette conférence. Et enfin, la Chambre des Lords continuera toujours à suivre tout cela de très près, parce que les questions économiques et financières affectent le Royaume-Uni, mais nous souhaitons également apporter une contribution au débat général, comme nous l'avons fait dans le rapport que je lève maintenant sur l'Union bancaire européenne et qui a été soumis aux 28 États membres et dont je parlerai d'ailleurs plus tard. Merci. Merci. En réponse, je pourrais dire que notre conférence est un instrument supplémentaire. Et lorsque cette conférence a été instituée, nous avions pour tâche d'assurer un consensus entre le Parlement européen et les parlements nationaux pour arriver à des décisions. Alors donc aujourd'hui, nous avons une base pour cela et j'espère que cette coopération sera fructueuse. Monsieur Giorgio Sorial, vous avez la parole. Grazie mille. Desidero in primo luogo esprimere il mio pieno apprezzamento per l'incommiabile lavoro svolto. Monsieur le Président, j'aimerais tout d'abord exprimer ma gratitude pour l'excellent travail fait par la présidence lituanienne. Cela a été une préparation tout à fait excellente compte tenu de la sensibilité des sujets dont nous allons nous occuper également à l'occasion des prochaines conférences. Les événements récents aux États-Unis ont montré avec une grande clarté combien les décisions budgétaires sont essentielles dans un système démocratique. Et lorsqu'on prend des mesures pour faire avancer ce système, il est normal qu'il y ait peut-être certaines craintes qui naissent. De l'avis du Parlement italien, cette conférence ne devrait pas être un forum où l'on discute de l'action de nos différents gouvernements. En fait, il s'agit de quelque chose de très important parce qu'il y a d'autres conférences qui ont des règles de procédure et donc cette conférence doit également avoir des règles de procédure bien définies mais pas trop détaillées. Nous sommes favorables à reporter l'adoption de ce règlement à notre prochaine réunion, mais nous espérons que nous serons à même de rédiger un texte qui aura une bonne probabilité d'être adopté par consensus pour ne pas perdre de temps la prochaine fois pour redébattre de ce règlement de procédure plutôt que de traiter des questions qui sont nombreuses et urgentes. J'espère qu'un groupe de travail pourra être établi et que ceci permettra d'avoir un groupe de travail ouvert pour que nous puissions exprimer nos commentaires sur ce projet de règlement
Mais le débat de procédure ne devrait plus être à l'ordre du jour car nous devrions nous concentrer sur le chômage, la croissance économique, les questions tout à fait urgentes qui se posent dans cette situation. Merci. Merci. Je voudrais préciser encore une fois, un des points de nos conclusions porte sur le fait que notre conférence a un impact sur le semestre européen. Monsieur Friedrich, Allemagne. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais encore une fois revenir l'intervention du vice-président Karas. La question de l'intergouvernementalité et la question de la légitimité est en elle-même déjà une question très importante. Alors, la question de procédure, il faut arriver au fond de la question. La façon dont les questions financières sont décidées et sont légitimées ensuite par le biais parlementaire, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et je crois que c'est pour cela qu'il faudrait que l'on ait ce débat. Et donc je serais très heureux qu'un groupe de travail tire ces questions en clair, parce que c'est des questions de base de l'union économique et monétaire, de savoir comment le Parlement intervient pour soutenir ce genre de politique. Je voudrais souligner encore une chose. Il existe le danger que le travail interparlementaire s'éparpille parce que, bon, on a évoqué cette question-ci, mais il y a également la COSAC. Or, certains des membres présents ici participent également à la COSAC, où l'on discute exactement des mêmes choses en termes de lien entre l'intergouvernementalité et l'interparlementarité. Et donc, je ne voudrais pas que l'on s'éparpille trop, mais que l'on voit effectivement comment nous allons traiter cela par rapport à la COSAC. Merci. Merci de votre opinion. Il est déjà 10 heures, mais je vois qu'il y a encore 4 personnes qui veulent poser leurs questions. Alors, je pense que ce serait bien de leur permettre de poser ces questions. Êtes-vous d'accord qu'on donne encore la parole à ces 4 intervenants? Merci. Je donne tout de suite la parole à M. Kimmo Sasi de Finlande. So I think we have to guarantee parliamentary. Merci. Je crois que nous devons garantir l'influence parlementaire dans ce type de questions. En Finlande, le Parlement suit tous les documents qui sont soumis par la Commission européenne. Et je vois notre rôle comme donnant des informations aux délégations nationales pour qu'elles puissent mieux se prononcer. Ce n'est pas à nous qu'il incombe de négocier avec les différentes délégations. Ici, nous devons avoir un échange d'informations. Et je crois que c'est quelque chose de très utile parce qu'il y a des bonnes pratiques dans certains pays. Nous devrions en être informés et à ce moment-là, on peut essayer de les appliquer dans nos propres pays. Donc nous devons être extrêmement réalistes. Nous ne sommes pas ici, ce n'est pas un endroit pour rédiger des résolutions. Cela risquerait de nous faire perdre notre temps et nous risquons d'y passer des nuits à rédiger des textes qui ne vont pas avoir un grand rôle pour influencer les choses puisque ça se passe au niveau national. Et enfin, je suis opposée à ce qu'il y ait des règles pour ce genre de réunion. Je crois qu'il ne faut pas figer notre travail. Il nous faut des petites lignes directrices sur la fréquence des réunions, sur le but de ces réunions et que tout se fasse à l'unanimité, bien sûr. Merci. Merci. Monsieur Sébastien Kofod, Danemark. Thank you so much. Merci beaucoup. Moi aussi, je voudrais féliciter la présidence d'avoir organisé cette réunion et de nous avoir envoyé un projet de règlement de la conférence et un projet de conclusion. Je crois que c'est très important comme préparatif à ce travail. Deuxièmement, je crains que cette discussion qui ne porte que sur les procédures détourne notre attention des problèmes essentiels qui sont les discussions économiques et financières qui doivent retenir toute notre attention. Donc, je voudrais simplement dire que pour le Danemark,
je pense que nous devrions soutenir la présidence dans ses propositions. Et si un groupe de travail est créé pour regarder les procédures, ce travail devrait se fonder sur le projet de proposition qui nous a déjà été remis par la présidence. Voilà, c'était là mon commentaire. Et je suis également d'accord avec mon collègue allemand et finlandais que c'est la substance qui nous intéresse, c'est le fond des questions que nous devons aborder pour que nous puissions ramener les choses dans nos parlements nationaux et exercer le droit de contrôle que nous devons exercer conformément à nos constitutions. Donc c'était tout ce que je souhaitais dire. Je suis désolée que nous passions tant de temps à discuter des procédures, mais merci d'avoir organisé cette conférence et j'espère que nous aurons des discussions pleines de contenu à l'avenir. Ensuite, M. Günther Stumpfer de l'Autriche. Monsieur le Président, chers collègues, si nous parlons ici de la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux, alors on doit, je crois, partir de l'idée qu'il faut que l'on ait un consensus avec le Parlement européen en ce qui concerne le règlement. Alors, je crois qu'on peut bien sûr parler de ces questions de politique économique et financière, mais c'est quelque chose à haute teneur politique. Donc, je crois on peut bien sûr décider ici de ne rien décider, mais je crains que ceci ne fasse pas avancer les choses. Il faut avancer par consensus. Merci. Le dernier, Monsieur Massimo Cassano, représentant italien. Grazie Presidente, io ringrazio a nome del Parlamento e del Senato italiano. Merci. Je voudrais moi aussi adresser mes remerciements et les remerciements du Sénat italien pour l'excellent travail que vous avez fait. Et je voudrais répéter le concept défini par mon collègue. Il est important d'accélérer cette phase de discussion et d'approuver aussi rapidement que possible notre règlement, ce qui constituerait une excellente base pour notre travail. Nous ne disposons pas de beaucoup de temps pour le faire, mais je crois que tous les parlements et tous les États membres devraient contribuer à l'adoption de ce règlement. Et ceci dans les meilleurs délais, de sorte que cette organisation puisse avoir certaines certitudes pour son fonctionnement. Ce sera important pour notre travail futur. Et donc, je répète que nous sommes favorables à une adoption rapide de règlement de cette conférence. Merci, chers collègues. Je remercie également tous les orateurs et je vous remercie de ces discussions fructueuses. Je pense que vos observations et vos suggestions sont d'actualité tant pour les parlements nationaux que pour le Parlement européen. Donc, nous élaborerons un projet commun en tenant compte de vos propositions et j'espère que nous trouverons un consensus sur le sujet. Avant la pause de café, nous avons une procédure importante à faire. C'est une procédure qui est la prise de photos de groupe. Je demande les délégations et les orateurs se mettre pour la photo de groupe.